Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai à cœur de faire des lives, j'ai à cœur de partager. Je fais des lives depuis assez récemment, depuis juin je crois. Pas parce que je n'aime pas ça, pas parce que je n'osais pas en faire. Je suis conférencière depuis... Ma première conférence était le 1er novembre 2018. Il y avait 100 personnes pour ma toute première conférence et ça a été un déclic pour moi. Ça a été une révélation que la scène, c'était fait pour moi au sens où je me sens vraiment comme chez moi sur scène. J'aime beaucoup donner des conférences, des ateliers, des cours. J'aime donner des cours à l'université cette année. Donc voilà, c'est pas un problème pour moi d'être en public. Mais peut-être que je n'avais pas beaucoup de temps, ça c'est vrai. Je suis maman de 2 enfants, une enfant de 5 ans à qui je fais l'école à la maison depuis 2 ans, et puis une petite de 18 mois, 20 mois, plus mon cabinet de psychologie qui me prenait du temps, plus mes études de philosophie, parce que j'ai repris un master de philosophie que j'ai terminé. Voilà, j'ai soutenu mon mémoire cette année-là, au mois de juin. Donc c'est vrai que j'avais peu de temps pour investir les réseaux. J'avais une ancienne chaîne Instagram que je n'ai pas vraiment alimentée. Et du coup, j'ai décidé de repartir de zéro là cette année. Et voilà, je découvre le plaisir de faire des lives où je me sens comme sur scène, même si je suis chez moi. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format. Donc même si parfois je ne sais pas ce que je vais dire ou j'ai une brève idée, eh bien je sais que les idées viendront quand je serai là. Et là aujourd'hui, je voulais vous dire ça. Je voulais introduire. Ça s'est un peu imposé à moi, mais même si j'aime faire des lives, on croit parfois que comme les gens aiment faire des choses, c'est facile pour eux. Par exemple, vous allez vous dire, tiens, lui il adore aller au sport, donc c'est facile pour lui d'aller au sport. Tiens, elle adore lire, c'est facile pour elle de lire. Tiens, elle adore écrire, c'est facile pour elle d'écrire. Mais en fait, non. Rien n'est simple, en fait. Ça demande tout le temps de l'autodiscipline. Et là, pour venir faire ce live, effectivement, j'ai 1000 raisons de ne pas le faire. Enfin, c'est pas ça qui va changer ni votre vie, ni ma vie, si je fais ce live ou si je ne le fais pas. J'ai une petite communauté aujourd'hui, donc c'est pas ça qui va... je veux pas me dire que j'ai des milliers de personnes qui me suivent. Non, c'est même pas la motivation, mais c'est... plutôt un engagement que j'ai pris envers moi-même de partager au monde ce que je sais, mes connaissances, mes expériences, mes réflexions, mes prises de conscience, puisque ça je le faisais depuis longtemps, puisque en tant que psy je partageais toujours mes découvertes, mes connaissances, mes partages, même sur Facebook je le faisais depuis des années. J'avais un blog en 2015 qui a été piraté, je n'en ai plus, j'ai recommencé à zéro cette année, mais j'ai toujours aimé partager. Et quand je lis un livre, quand je découvre un documentaire, quoi que ce soit, j'ai besoin d'en parler, mais pas juste à mes proches, j'ai besoin d'en parler. À l'époque, c'était Facebook ou sur mon blog, j'avais besoin de dire c'est génial. Ou quand je découvre une citation qui, moi, me touche en plein cœur, j'ai besoin de le partager pour que d'autres aussi ressentent la même chose. Je suis je suis dans le partage. Franchement, j'ai une valeur partage très importante. Et du coup, faire des lives, pour moi, c'est dans cette même veine-là, ça devient naturel en fait. Naturel, mais ça demande de l'autodiscipline. Là, j'aurais pu trouver 1000 excuses pour pas venir aujourd'hui. J'aurais pu me dire, non, parfois il y a du bruit autour de moi. Eh bien non, je préfère passer du temps à lire. Tiens, je pourrais regarder une série. Tiens, je pourrais faire quelque chose... qui apporte des résultats tout de suite, quelque chose de palpable, comme si je fais le ménage, ça se voit, si je fais mon lave-vaisselle, ça se voit, si je fais à manger pour ce soir, c'est que c'est concret. Là, c'est pas concret, mais c'est un désir de partager. Et cet engagement, je le fais pas envers vous, puisque, je sais même pas si vous regardez ces vidéos, je n'ai pas été voir les statistiques, mais je le fais avant tout pour moi. Pour moi, parce que ça me fait plaisir de partager. Même si, bien sûr, je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir. Le but, c'est de partager. Et je le fais pas par contrainte, bien sûr. Même si j'espère que ça vous contribuera, bien évidemment. Mais même si ça vous contribue pas, même si vous regardiez pas cette vidéo, même si j'avais 0 personne qui regardait cette vidéo, eh bien, je serais contente de le faire. Et c'est dans cette énergie-là peu importe qui est quelqu'un ou qui est personne,
que j'écris tous les jours dans mon carnet. Même si un jour, j'en fais rien. Même si peut-être qu'un jour, j'en ferai un livre. Peut-être qu'un jour, ça alimentera mon blog. Je n'en sais rien. Mais j'écris tous les jours. Voilà, ça je le fais pour moi avant tout. Tout ce que j'ai fait, ça a toujours été avant tout pour moi, en me disant, voilà, c'est quelque chose que... Parce que je trouve que quand on fait les choses pour les autres, eh bien, ça perd de sa magie, ça perd de sa vibration, si on peut parler en termes de fréquence. Mais si par exemple, je me suis formée à la méditation, je me suis formée au yoga, je me suis formée à la nutrition santé il y a longtemps, non, en 2019, 2018, 2020. Et je l'ai fait avant tout pour moi. Au début, je ne savais pas si j'allais l'utiliser pour quelqu'un, bien sûr. J'ai à cœur, dès que je croise quelqu'un, de parler de méditation, de yoga, de parler de nutrition. Si le sujet vient sur le tapis, pendant mes consultations, même si les gens venaient pour de la psychologie, si les abordaient de la nutrition, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'en parle, que je transmette. J'ai besoin de transmettre, depuis toujours. Mais tout ce que j'ai fait, c'est avant tout pour moi, pour nourrir l'humaine que je suis. Et tant mieux après si ça profite au monde, tant mieux après si je peux partager ça au monde. Et je pense que c'est la bonne énergie de le faire avant tout pour soi. Parce que si on veut le faire trop pour les autres, eh bien, on oublie pourquoi on le fait et on peut être vite dans le sacrificiel ou pas prendre plaisir à ce qu'on fait. Et je vous dis, c'est dans cette énergie-là que j'ai décidé hier de proposer une offre. Je vous en parle très rapidement parce que c'est pas l'objet du live, mais de proposer une offre qui retrace tout mon parcours depuis juin jusqu'en décembre 2024. Donc mon parcours qui vient de se produire, qui est en train de se produire et qui va se produire, sur mon changement de vie, puisque je quitte la psychologie, je quitte mon cabinet, j'arrête d'être psychologue pour faire autre chose. Cette autre chose se dessine de jour en jour. J'en vois de plus en plus les contours, la forme, le fond, le sens, etc. Mais voilà, j'espère y voir beaucoup plus clair en septembre pour pouvoir vous l'annoncer ici. Mais déjà, effectivement, ce qu'il en ressort, c'est que je n'ai plus vraiment envie d'être dans la guérison, dans le soin. Ça a été chouette. Ça fait 20 ans que je m'identifie à une psychologue puisque j'ai pris cette décision d'être psychologue, de faire ces études. J'étais en première année de lycée. J'avais 16 ans et donc du coup, je vais avoir 36 ans le 9 septembre. Donc ça fait 20 ans que je m'identifie à cette étiquette. Après, je suis rentrée à 18 ans dans mes études de psycho. Et après, tout de suite après, je suis devenue psychologue en 2011 et à mon compte en 2013. Donc ça a été très très vite. Et j'ai adoré ce métier. Vraiment, c'était une vocation. Je sais que certains n'ont pas cette chance de connaître une vocation comme ça. Et ça commence souvent par un job alimentaire. Moi, c'est pas un job alimentaire. J'ai vraiment aimé ce que je faisais. En plus, je l'ai fait à mon compte, donc c'était génial. Mais je sens aujourd'hui que ce n'est plus aligné avec moi et que je n'ai plus envie d'être dans le soin, dans la guérison, parce que moi-même, je ne crois plus vraiment à ça. Alors, je m'explique. Je dis pas que personne n'a besoin de thérapie, de coaching ou de psychologie, pas du tout, de psychothérapie, pas du tout, mais qu'aujourd'hui, moi, je suis plus du tout là-dedans. Et quand je fais le bilan de ma vie, je me rends compte que ça m'a pas... J'ai bien sûr, en tant que psy, c'est très recommandé de faire un travail sur soi, donc j'ai bien sûr fait une supervision. J'ai essayé l'hypnose avant de me former moi-même à l'hypnose. J'ai fait plein de choses en fait, parce que j'aime découvrir. Voilà, j'étais passionnée et je suis encore, mais de façon différente. J'étais passionnée par la thérapie, le soin, la psychologie. Donc j'ai testé sur moi plein de choses. J'avais des angoisses, j'avais des peurs, j'avais des choses à guérir, des insécurités, des blessures comme tout humain. Mais si je suis honnête avec moi, c'est pas... j'ai longtemps été persuadée que l'hypnose était vraiment ce qui m'avait aidée dans ma vie à guérir certaines peurs, etc. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, mes plus grandes angoisses, elles ont disparu non pas quand j'ai fait une thérapie, mais c'est quand j'ai décidé de sauter à pieds joints dans la vie, quoi qu'il en soit. Donc plusieurs choses par rapport à ça. Je suis avec mon conjoint depuis 7 ans. Ça fait 7 ans. Et avant ce conjoint-là, j'avais un autre conjoint avec qui j'étais depuis plusieurs années. Et on avait parlé du fait d'avoir des enfants. Et je sais qu'il m'avait dit, par contre,
on n'aura pas d'enfant tant que tu as toujours des angoisses. Bon, j'avais trouvé ça assez violent parce que en gros, ça voulait dire que tel que j'étais aujourd'hui, c'était pas assez pour pouvoir être mère, selon lui. Et du coup, je me suis perdue, j'ai envie de dire, dans des thérapies pour tenter de guérir mes angoisses les plus profondes, etc. Bref, cette relation s'est arrêtée du coup très rapidement après ça. Je pense que ça a été un peu un déclencheur de dire que c'était pas la bonne personne puisqu'il ne m'accepte pas telle que je suis. Et j'ai rencontré donc mon conjoint avec qui je suis depuis 7 ans et lui, voilà, je pense que ça va être un tout autre discours, une toute autre approche. Et puis moi, ça m'a permis de réaliser que j'en avais fait des supervisions. J'avais tenté l'hypnose, bien sûr, qui m'avait aidé pour quelques blessures, mais pas mes plus profondes angoisses. J'avais tenté le MDR, enfin j'ai essayé pas mal de choses. Et je me suis rendu compte que c'est le jour où j'ai décidé de sauter à petits joints dans la vie, de me dire voilà, la vie n'est pas un chemin de guérison, mais un chemin d'expansion et je dois, voilà, je crois vraiment beaucoup à cet élan vital. Vous savez, le conatus de Spinoza, le conatus spinosi, Spinoza, il nous dit que on est tous animés d'un élan de vie qui nous fait croître en fait. Il nous fait évoluer, on n'a pas le choix que d'évoluer en fait. On ne peut pas stagner, enfin, l'être humain n'est pas fait pour stagner, même tous les êtres vivants sont faits pour évoluer, tendre vers l'évolution, le développement. Et alors je vais aller voir parce que mon chien s'est coincé, je crois. Je reviens tout de suite. Et partant de ce postulat-là, les événements de vie ont fait que je me suis sentie prête à devenir mère, à avoir un enfant. Et j'étais résolue au fait que guérir, c'était pas forcément la seule chose, guérir de mes angoisses, qui m'empêchait pas de vivre, ceci étant, mais qui était quand même assez profonde et récurrente. Voilà, des angoisses comme on peut avoir, des angoisses existentielles, liées à la vie, la mort, tout ça. Et le jour où j'ai décidé d'être mère, et que j'ai arrêté de me dire qu'il faut que je fasse encore une ultime thérapie, une ultime méthode pour guérir, non, touche pas. Et c'est mon petit chien, je vous montre si vous voulez, mon tout petit chien. Mon tout petit chiot de 2 mois et demi qui fait un petit peu des petites bêtises. C'est normal. Il faut que la jeunesse se fasse. Et donc voilà, je vous expliquais, donc c'est pas une ultime thérapie, c'est pas une thérapie qui m'a permis d'être bien avec moi-même. Donc j'ai décidé d'avoir un enfant. Je suis tombée enceinte assez rapidement. Et c'est du jour où je suis tombée enceinte, croyez-moi ou pas, et surtout du jour où j'ai accouché, que je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse. C'est fou, hein, c'est incroyable parce que aucune thérapie... attendez, je vais voir parce que je crois qu'il fait des bêtises encore. Non, tu touches pas à ça. Ça, c'est non. Et c'est du jour où j'ai décidé de... Ah, j'ai rien décidé en fait. Si ce n'est décider de vivre et de profiter pleinement de ma vie et sans me dire je suis pas assez, j'ai encore quelque chose à guérir, ça suffit pas. Je me dis bien non, aujourd'hui je suis comme ça. J'ai essayé des trucs et ça n'a pas fonctionné, donc j'avance dans la vie et on verra. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé dans la vie, je suis tombée enceinte, je suis devenue maman et là mes crises d'angoisse ont disparu. C'est fou parce que j'en avais conscience. Je disais souvent que ma première fille m'avait fait renaître à moi. C'était comme une renaissance. Il tire sur mon fil de téléphone. Non. C'était comme une renaissance de... C'était comme une renaissance de donner naissance à ma fille. Comme si j'étais née une seconde fois. C'est à ce moment-là que tout mon travail de déconditionnement que j'explique dans mon livre Le paradoxe existentiel, qui est un travail... Des bêtises. Il est tellement chou que je ne peux pas lui en vouloir. Mon travail de recherche en philosophie sur le paradoxe existentiel qui a donné lieu à mon premier livre sur le déconditionnement, justement. Déconditionnement de nos croyances, notre déconditionnement. Et non, on ne monte pas là-dessus. Non. Eh bien, c'est grâce à ce travail... Enfin, c'est grâce... Oh, désolée, je suis désolée parce que je perds le fil. Il me fait perdre le fil. C'est grâce au fait que je sois devenue maman. Pour moi, chacun a son événement. Je l'explique dans mon livre. En fait, pour moi, le déconditionnement, il est issu d'un événement.
Un événement positif ou négatif, un événement, en fait, c'est nous qui mettons une valeur non positive ou négative aux événements, mais c'est un événement. Donc, que ce soit un licenciement, un deuil, une séparation, une rencontre, un mariage, un voyage, un livre, il y a un événement déclencheur qui va nous faire nous poser plein de questions sur notre vie et remettre en question notre existence jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolée. Ah non, tu fais des bêtises là. Et de cet événement va faire qu'on va se poser plein de questions. Et c'est ce que j'ai développé dans mon livre qui s'appelle Le paradoxe existentiel. Et j'ai développé 7 étapes du paradoxe existentiel pour se déconditionner. Décidément, il veut jouer. Pourtant, je l'ai emmené faire une grande balade tout à l'heure, mais ça a l'air de pas suffire. Donc, de cet événement, voilà, moi, mon événement, ça a été la naissance de ma fille. Ma première fille surtout, la deuxième aussi, mais la première en tout cas, a permis d'initier ce déconditionnement chez moi. De remettre en question mon éducation, mes croyances, mes habitudes, les habitudes de mes parents, toute mon éducation, tout. J'ai tout remis en question pour savoir qui j'étais vraiment. Est-ce que quand je parlais, c'était mon éducation, mes parents, ma culture, la société qui parlait à travers moi, ou est-ce que c'était moi? Quand j'agissais, est-ce que c'était mes parents, mon éducation, ma culture, la société qui pensait, parlait, agissait à travers moi? Je me suis posé toutes ces questions-là pour savoir vraiment qui j'étais. Ça m'a vraiment aidé à savoir qui j'étais vraiment. Donc, de cet événement, j'ai perdu le fil, désolée. J'ai perdu le fil. J'ai dit tellement de choses, j'ai perdu le fil. Donc de cet événement, voilà, je disais qu'il n'y a pas besoin de faire une thérapie, il n'y a pas besoin d'être dans un processus thérapeutique pour guérir, c'est pas guérir, pour libérer des choses, voilà. Et c'est pour ça que ça a été aligné avec moi pendant longtemps, parce que j'ai longtemps cru que c'était une nécessité, bien sûr. Enfin, j'avais voué ma vie à la psychologie, puisque très tôt, à 18 ans, j'ai réalisé des études. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. J'ai réalisé des études de psychologie, donc forcément, je croyais au fait que pour avoir une meilleure vie, il fallait guérir, se libérer des blessures, etc. Et puis, j'ai découvert, la vie m'a fait découvrir que non, en fait. Mais ça, j'en avais pas conscience. Enfin, comment vous expliquer? À la naissance de ma vie, j'ai senti que être psychologue, c'était plus si aligné que ça. J'ai repris, j'en parlerai plus longuement parce que c'est assez long, mais j'ai repris quand elle avait 3 mois et j'ai beaucoup de chance, mes patients m'avaient attendu. J'avais mon agenda complet sur un mois et ma première journée de reprise était complète de 9h à 20h le soir. J'avais entrepris de faire des pauses régulières toutes les 3 heures pour rentrer à la maison qui n'était pas très loin du cabinet. Et je suis rentrée le soir de cette journée de septembre. Et avec un mal de tête, pas possible. J'avais eu dans la journée, même si j'étais très attentive, parce que je suis psy avant même d'être psy, c'est vraiment moi d'écouter les gens, donc c'est pas un effort pour moi. J'avais beau avoir été très attentive à ce que disaient les personnes que je rencontrais, j'avais toujours cette petite voix qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être vers ton bébé, qu'est-ce que tu fais là ?» quoi. Et le soir, je suis rentrée avec une migraine, j'ai dit à mon conjoint « J'ai plus envie d'y retourner ». Et mon conjoint, qui est beaucoup plus rationnel que moi, m'a dit « Attends, tu vas aller te coucher, la nuit porte conseil, on en reparle demain. » Pour lui, c'était pas possible que j'arrête déjà parce qu'il m'a toujours connue psy, que moi-même, je n'avais pas eu l'idée d'arrêter avant ça et que j'avais un planning chargé d'un mois et puis il m'a arrêté pourquoi. Voilà. Et finalement, la nuit a porté conseil et j'ai décidé le lendemain, dimanche, de ne pas y retourner. C'était une évidence, il ne fallait pas que j'y retourne. Entre-temps, donc j'avais une secrétaire à l'époque que j'ai contactée qui a rappelé gentiment tous mes patients pour expliquer que je ne reprendrais pas de sitôt. Nous avons ensuite décidé de déménager, etc. Puis après, j'ai repris des études de philo, etc. Puis après, j'ai repris mon activité en me disant, avec toutes les formations que j'ai fait entre-temps, de yoga, nutrition, etc., je vais reprendre d'une autre façon. Je vais être une psychologue plutôt dans le bien-être, la santé, etc. J'avais l'impression d'être plus dans le bien-être. J'avais plus envie d'être dans le bien-être, la santé, de partager des messages sur la nutrition, sur la méditation, sur comment prendre soin, plutôt sur la prévention que sur le curatif, en fait.
Bref, et finalement, bah non, les gens me trouvaient sur Doctolib, sur Doctolib, ils me trouvaient en tant que psychologue, donc ils s'en fichaient que je fasse, que je propose du yoga, de la méditation ou de la nutrition santé, c'est pas ça qu'ils recherchaient. Donc j'ai vite compris que non, c'était voilà. Bref, et je vais pas vous raconter tous les détails, mais tout ça pour vous dire que là, cette année, en juin 2024, après avoir écrit mon mémoire de recherche, l'avoir validé, enfin soutenu à l'université, et bien là, je me suis dit, là, je ne me vois pas reprendre en tant que psy dans un cabinet. En fait, c'est plus possible pour moi. J'ai aimé ça, j'ai aimé accompagner, je l'ai fait consciencieusement jusqu'au bout, mais aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Et du coup, je me suis lancée dans une quête de moi-même pour savoir ce que je voulais faire vraiment de ma vie. C'est récent, hein, c'est juin, donc c'est il y a 2 mois. Hein. C'était mi-juin, c'est il y a vraiment 2 mois. Il y a 2 mois, voilà, je me suis lancée dans une... je me suis posé beaucoup de questions. Qui je suis quand je ne suis pas psy? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie si j'arrête d'être psy? Et qu'est-ce qui se passerait si j'enlève ce titre, cette étiquette, ce diplôme? J'ai été rechercher, voilà, j'ai cherché à me déconditionner professionnellement, là où j'avais déjà fait personnellement. Et c'est très intéressant ce qu'il en ressort parce que je me laisse encore jusqu'en septembre, comme je vous disais, pour vraiment l'annoncer, etc. Parce que je suis encore en réflexion, même si les contours sont déjà bien dessinés, mais je sens que je me sens plus enseignante que psychologue. En fait, j'ai plus envie d'enseigner, partager, transmettre, donner des cours que d'être psy. Et je m'en fiche du diplôme. Vous voyez, là, même mon master de philo, je me dis, ok, un diplôme de philosophie, mon ego est content, mais pourquoi faire puisque moi, je suis sur les réseaux des personnes qui n'ont aucun diplôme, qui sont arrêtées au bac, certains n'ont pas le bac, et qui aujourd'hui transmettent des messages, je trouve, très puissants et qui changent le monde, et qui changent, là, qui aident les personnes à se réaliser. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions, à me dire, mais quelle place, en fait, occupent les diplômes dans ma vie? Est-ce que c'est important pour moi? Ça l'est pour la société, mais est-ce que pour moi, c'est important? Et c'est pour ça que je suis à l'aise avec l'idée de me dire enseignante de l'existence. Je me sens enseignante de l'existence parce que moi, réfléchir sur l'existence, ça me passionne. Depuis toujours, c'est pour ça que j'ai repris des études de philosophie d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité à 16-17 ans, enfin surtout en terminale, à me dire est-ce que je fais bien psychologie alors que j'étais passionnée par la philosophie. Et je me souviens d'une dissertation de philo où notre prof nous avait posé cette question-là. Qu'est-ce qu'une vie réussie? J'en ai des frissons encore quand j'y repense, parce que qu'est-ce qu'une vie réussie? À 18 ans, réfléchir là-dessus. J'avais fait toute une disserte pour en arriver au point que est-ce qu'on peut réussir sa vie, comme réussir un diplôme, un projet? Qu'est-ce que réussir? Est-ce qu'on peut parler de la vie en termes de succès ou d'échec? Et la réussite, si réussite il y a, elle n'est pas la même pour tout le monde. Et du coup, cette question m'a guidée et moi, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai écrit un livre sur le paradoxe existentiel, sur l'existence, sur comment passer de la simple vie, la survie à la vraie existence, où on est libre, authentique et on se réalise. Je vous invite à regarder dans ma bio, ça vous intéresse, il est auto-édité sur Amazon. Et c'est cette question de qu'est-ce qu'une vie réussie qui m'anime en fait, puisque pas réussie au sens je coche les cases, mais au sens d'accomplissement, au sens d'alignement, au sens une vie où on peut vraiment être soi. En 20 ans de psychologie et en 11 ans de cabinet, j'ai peu de gens qui pouvaient se revendiquer être eux-mêmes. J'ai peu de gens qui pouvaient se revendiquer d'être authentiques, qui menaient vraiment la vie qu'ils désiraient, qu'ils faisaient le métier qu'ils désiraient, qu'ils gagnaient l'argent qu'ils désiraient, qu'ils avaient le niveau de vie, le mode de vie qu'ils désiraient. Il y en a très peu en fait. Parce que la plupart des gens ne se déconditionnent pas, restent conditionnés, continuent à vivre dans la ville où ils sont nés, le pays où ils sont nés, à faire ce qu'on leur a appris à faire, à garder cet état d'esprit qu'on leur a inculqué et évoluent bien sûr, mais n'évoluent pas comme ils le voudraient eux-mêmes.
Donc ça génère beaucoup de frustration, de dépression, de burn-out, de tristesse, d'angoisse existentielle, tout ça. Juste parce que qu'est-ce qu'on aspire tous à une vie réussie, qu'est-ce qu'on aspire tous à ne pas passer à côté de sa vie, à ce que notre vie ait du sens, à trouver notre raison d'être, à réaliser notre mission de vie. Moi, c'est ce qui m'anime. Et encore plus depuis qu'il y a quelques années, et au même moment où j'ai décidé de ne pas reprendre mon activité quand ma fille avait 3 mois, j'ai découvert le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui a été vraiment une révélation pour moi. Et là, je découvre un autre livre de lui que j'ai découvert il y a 15 jours, qui a été aussi une nouvelle révélation. J'ai l'impression que il est vraiment... ces livres arrivent toujours sur mon chemin par miracle et toujours au moment où j'en ai le plus besoin. Voilà, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais au départ, que oui, je vous parlais d'autodiscipline, que c'est pas quoi qu'on fasse, c'est pas facile. Et ça va dans le thème, puisque en parlant de vie réussie, et de réussir sa vie, et de s'accomplir, etc., eh bien la différence entre une personne qui va s'accomplir et une personne qui prendra le risque un jour d'avoir des regrets et d'avoir le sentiment d'être passée à côté de sa vie, c'est la personne qui va faire des choses qu'elle n'aime pas chaque jour pour réaliser ses rêves. Donc là, typiquement, la facilité veut que, je sais pas, on se lève, on mange du sucre, par exemple. Et entre la personne qui va être dans le plaisir immédiat, tiens, j'ai envie de manger du sucre, je mange du sucre. Tiens, j'ai envie de regarder une série Netflix, je regarde une série Netflix. Tiens, là, j'ai envie d'aller me promener, etc. Et entre celle qui va avoir une grande vision et chaque jour faire des choses qui nourrissent sa grande vision, manger manger sainement pour prendre soin de son corps et avoir plus d'énergie, faire une activité sportive, méditer plutôt que de scroller sur les réseaux ou sur Netflix ou sur je ne sais pas quoi. Et bien, vous voyez, tout ça, c'est vraiment la question que je me pose chaque jour. Chaque jour, dans tout ce que je fais, je me pose toujours la question, est-ce que ça nourrit ma grande vision? Donc, moi, j'ai une grande vision, j'ai un grand rêve. Je sens que je m'y approche à petits pas d'année en année. Mais même quand j'achète un vêtement, je me pose cette question-là. Est-ce que ça nourrit ma grande vision? Quand je mange quelque chose, manger du fast-food ne nourrit pas ma grande vision. De ma grande vision de ma vie et du monde. Aller boire un verre avec quelqu'un, si je vois pas l'intérêt, je ne le ferai pas. Enfin, l'intérêt, pas au sens intéressé, mais est-ce que ça nourrit ma grande vision, ou est-ce qu'à côté de ça, l'heure ou les 2 heures que je passerai avec cette personne, est-ce que je peux pas plutôt y passer avec mes enfants, où là ça nourrit ma grande vision, d'être présente pour mes enfants, ou de lire un livre, ou de faire un live, par exemple. Donc je pense beaucoup en termes de contribution au monde. Et quand je parle en termes de contribution au monde, et je le répéterai jamais assez, mais c'est jamais du sacrificiel. En fait, je suis jamais dans uniquement je donne de moi et je souffre derrière. Mais c'est toujours un double sens, c'est que faire ces lives me contribue et vous contribue. Enfin, le but est de vous contribuer, mais ça me contribue aussi parce que j'aime ça. Et pourtant, ça me demande une autodiscipline. Ne pas manger de sucre alors que j'ai longtemps aimé le sucre, c'est contraignant. C'est contraignant, mais qu'est-ce que je suis contente. Et quand je sens que j'ai plus d'énergie, quand je sens que je me sens mieux dans mon corps. En fait, c'est palpable. C'est palpable. Mais sur le coup, la tentation est grande d'eux. Donc, réfléchissez chaque jour à où est-ce que vous investissez votre temps, votre énergie et votre argent. Puisque si vous ne les investissez pas dans les choses qui soutiennent votre grand rêve, votre grande vision, eh bien, malheureusement, c'est un peu gâché, quoi. C'est de l'énergie gâchée, du temps gâché ou de l'argent gâché. Demandez-vous tout là. Déjà, c'est être au clair avec sa grande vision. Quelle est ma grande vision? Oser rêver grand. L'imaginaire est fait pour ça. Hein. Si on a une capacité d'imagination, nous, êtres humains, que n'ont pas les animaux, c'est bien parce que on peut se connecter à d'autres possibles, à d'autres réalités que celles que l'on a aujourd'hui. Quelqu'un qui est issu d'un environnement quel qu'il soit, mais un environnement est conditionné par son environnement, mais il peut s'autoriser à rêver ce qu'il y a au-delà de ces barrières, au-delà de ces murs, au-delà de ce conditionnement, de cette prison dorée, si on peut l'appeler ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Voilà. Et c'est pour ça que j'aime autant le film Divergente. Et en plus, c'est fou parce qu'il y a l'histoire d'un mur et qu'est-ce qu'il y a au-delà du mur, mais au-delà de ça, ça parle beaucoup de déconditionnement puisqu'ils doivent choisir leurs factions, les factions
sont privilégiés par rapport aux liens du sang. Donc il y a quelle famille on se choisit, quels amis on se choisit. Ça ne veut pas dire renoncer à sa famille, c'est pas ce que je dis. Mais que dans la vie, on a le choix on doit faire des choix. On a le choix de faire des choix et il faut les faire. Et même si c'est douloureux, et même si c'est difficile, et même si ça fait peur, de déménager, de changer de métier, de se mettre à son compte, de rompre, d'arrêter une relation amicale ou sentimentale qui n'a plus de sens, etc., de dire non, eh bien, c'est tous ces choix qui nous rendront encore plus libres, encore plus authentiques et qui nous permettront de nous réaliser. Parce que être gentil, juste gentil, si on est gentil pour faire plaisir aux gens, on n'est pas soi-même. Donc, déjà, on n'est pas authentique et on n'est pas libre parce qu'on est toujours sujet au regard de l'autre. D'ailleurs, j'ai toujours méfiez-vous des compliments parce qu'un compliment peut être enfermant. Le jour où quelqu'un vous a dit oh, mais qu'est-ce que t'es généreux, toi, ou qu'est-ce que t'es... Eh bien, du coup, vous avez gardé en tête que cette personne vous a gratifié de généreux. Et à chaque fois que vous serez en sa présence, vous aurez besoin de montrer que vous êtes généreux. Même si ce jour-là, vous n'avez pas envie de donner. Si quelqu'un vous a dit qu'est-ce que t'es intelligent, vous aurez peur de dire une bêtise pour ne plus être intelligent à ses yeux. Si quelqu'un vous dit mais qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es beau, eh bien, vous aurez peur à l'avenir, si vous n'êtes pas authentique, de perdre son estime et qu'elle se ravise, qu'elle revienne sur son jugement. Donc attention aux compliments qui peuvent être enfermants. Le regard des autres, qu'il soit positif ou négatif, ne doit pas prendre le pas sur votre regard que vous portez à vous-même et sur l'amour que vous avez pour vous-même, qui est très important. Parce que, encore une fois, la différence entre quelqu'un qui va réaliser ses rêves, qui va nourrir sa grande vision chaque jour, et celui qui va passer sa vie dans les mêmes habitudes, dans les mêmes schémas, à rêver la vie des autres. C'est ça, à rêver la vie des autres, mais pas à vivre sa vraie vie. Voilà, il y a ceux qui rêvent la vie des autres. Ils vont sur Instagram et se disent qu'est-ce que je rêverais avoir cette vie-là. Et il y a ceux qui vivent leurs rêves. Est-ce que vous voulez être celui qui, comme un poisson rouge derrière sa vitre, rêve la vie des autres? Est-ce que vous voulez vivre votre rêve? Eh bien, moi, je suis de ceux qui veulent vivre ces rêves, puisque je ne veux pas passer au côté de ma vie. Je veux me réaliser, peu importe la longueur, la durée qu'aura ma vie, pour que chaque jour compte. Voilà, c'est mon grand message et c'est ce que je partage dans mon livre, Le paradoxe existentiel. J'en partagerai des morceaux ici un jour. Mais c'était étroitement lié avec ce que je vis en ce moment, de quitter totalement un titre, un diplôme, de changer de vie. En plus, on déménage, donc c'est vraiment un changement de vie qui est professionnel, personnel, même familial. Il y a plein de choses qui changent. Depuis le mois de juin, j'ai décidé de ne plus être psy. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à discuter avec moi. J'adore discuter avec les gens, donc n'hésitez pas à me parler en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt.